Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux évolutions de la fiscalité immobilière qui ont eu lieu en ce début d'année 2025 et plus précisément les évolutions, les réformes du statut LMNP qui suscitent beaucoup de réactions et je peux d'ailleurs les comprendre, mais également beaucoup d'incompréhension, de fantasmes et d'erreurs d'appréciation. Je propose qu'on voit tout ça ensemble et je vous laisse découvrir le menu, le sommaire de cette vidéo. Donc évidemment, on va étudier concrètement les évolutions qui nous intéressent sur cette réforme 2025. On va voir quels sont les effets réels, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, mais on va voir concrètement quels sont les effets réels, et que ce soit sur le régime réel, d'ailleurs, de déclaration réelle, ou le régime micro-BIC. On va évoquer naturellement les abattements pour durée de détention, qui sont donc prévus pour une revente. Ensuite, on va également parler de la notion de rétroactivité. On va parler de la clause du grand-père. On va parler également, enfin, on va s'interroger sur cette réforme, est-ce qu'elle est constitutionnelle? Et puis ensuite, on va aborder les stratégies, notamment la stratégie donc pour s'adapter concernant les frais d'acquisition. Est-ce qu'on doit les passer en charge ou en amortissement? On va parler, alors on va essayer de répondre à beaucoup de questions que j'ai reçues, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, notamment le fait de repasser en résidence principale au moment de la revente. On verra ce qui est prévu à ce sujet, les conséquences. Et puis enfin, on va aborder les solutions, et puis on va aussi se projeter également sur les éventuelles autres réformes qui pourraient intervenir en 2026. Alors avant tout ça, rappelons que ce statut LMNP, il demeurait une sorte de niche pour beaucoup d'investisseurs, ça il faut l'admettre, il faut le reconnaître, au vu de sa fiscalité très intéressante, puisque elle permettait de limiter l'imposition pendant l'exploitation, grâce notamment donc au régime réel de déclaration. Donc pour tous ceux qui découvrent ces régimes, je vous invite à consulter donc sur la chaîne, il y a différentes formations gratuites et notamment des formations sur la fiscalité, et vous aurez tous les détails. Et puis, l'avantage qu'on avait, donc, c'est que bien que bénéficiant d'avantages lors de l'exploitation, avec ce régime réel, eh bien, lors de la revente, on bénéficiait encore d'un régime entre guillemets favorable, puisque bien les amortissements qu'on avait réalisés pour baisser son imposition n'étaient pas repris lors de la revente. Donc évidemment, au vu du contexte politique, économique et social, il était attendu que ce statut évoluerait. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'à chaque fois qu'il y a un PLF, qu'un projet de loi finance, ce statut LMNP est menacé. Alors, il y a beaucoup de formateurs immobiliers qui ont tendance à être particulièrement optimistes pour continuer à vendre leur formation, qui disent non, non, ça ne disparaîtra jamais, ça ne disparaîtra jamais, ça n'évoluera jamais, parce qu'évidemment, ça n'a pas disparu. On était peu à indiquer que ça évoluerait. Moi, vous savez que je suis peu influencé et on va dire que je regarde peu de contenu, mais il y a une personne que je regarde depuis plusieurs années, c'est donc la chaîne YouTube de Laurent de Mora, et c'était l'un des seuls, si c'était le seul, à l'évoquer. J'ai suivi le pas, et puis ça, évidemment, ça ne nous a pas empêché d'être assez moqués par donc certains formateurs qui aujourd'hui, bien, on les entend moins par rapport pour aller, mais on les entend moins. Ils se rendent compte qu'effectivement, ce statut a changé et qu'ils ont pourtant vendu des résultats, des recettes miracles à certains de leurs clients qui aujourd'hui eh bien, sont impactés par cette réforme, clairement. Pour revenir sur ces réformes, elles ont donc été adoptées par le gouvernement donc, de François Bayrou, donc le Premier ministre, via l'utilisation du 49.3, enfin de plusieurs 49.3 pour faire valider le budget. Et donc, ça y est, elles sont adoptées depuis le 15 février 2025. Alors, on va s'intéresser donc aux évolutions 2025. La première qu'on va évoquer, c'est la baisse de l'abattement forfaitaire pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes. Effectivement, on avait, avant cette réforme, un abattement forfaitaire de l'ordre de 71%. Eh bien, il va passer malheureusement à 50%. Et on va également avoir un plafond du régime micro-BIC qui va passer de 188 700 euros à 77 700 euros par an. Pour les meublés de courte durée qui sont non classés, eh bien,
et ça c'est quand même une évolution, euh, le plafond de revenus, il est abaissé à 15 000 euros par an, contre auparavant 77 700 euros. Donc c'est quand même une forte baisse, donc le plafond de revenus, pour, comment dirais-je, euh, rester au régime micro-BIC, c'est-à-dire que maintenant on va basculer très rapidement lorsqu'on est exploitant de location courte durée au régime réel. Et l'abattement fiscal qui était de l'ordre de 50%, eh bien lui, il va être abaissé pardon, à un abattement de 30%, donc pour les locations courte durée. Je précise, pour les locations courte durée. Puisque pour les locations de longue durée, on maintient cet abattement de 50%, donc dans le cadre du régime micro BIC, jusqu'à un plafond de 77 700 euros de revenus locatifs annuels. Concernant les locations vides et les locations nues de longue durée, il n'y a aucune modification. Pendant un moment, on avait évoqué la possibilité, eh bien, de le rendre plus favorable. Alors peut-être que ce sera le cas en 2026, mais pour le moment, enfin en tout cas dans cette réforme, il n'y a aucune modification. On a toujours un abattement de 30%, qui est donc réservé donc, aux revenus fonciers, qui sont inférieurs à 15 000 euros. Au-delà, on est bien naturellement au régime réel. Alors le point qui suscite le plus de réactions, qui suscite le plus d'indignation pour certains, d'énervement, de déception, c'est le suivant, c'est la fiscalité des plus-values lorsqu'on est loueur meublé non professionnel, donc statut LMNP, puisque pour les locations donc meublées non professionnelles, l'amortissement comptable va être désormais réintégré dans le calcul des plus-values de cession. Donc naturellement, ça va augmenter la plus-value qui va être taxable. Alors avant de détailler les effets donc, de cette réforme majeure de la fiscalité du LMNP, une autre évolution qui aujourd'hui est en suspens et qui concernait la réduction du seuil d'exonération de TVA pour les locations saisonnières. Effectivement, c'est une mesure qui est en suspens à ce jour, mais qui prévoyait que le seuil de franchise de TVA passe de 85 000 euros à 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc, naturellement, les locations de moins d'une semaine qui sont devenues soumises à la TVA à 10%, eh bien, seraient bien évidemment sensibles à un abaissement de ce seuil de franchise et qui, pour rappel, seraient, comment dirais-je, assujettis à TVA dès lors que 3 des 4 prestations parmi donc le nettoyage du logement, la fourniture du linge de maison, l'accueil personnalisé et le service de petit déjeuner soient proposées et offertes aux clients. Donc là, cette mesure, elle est suspendue. J'ignore si elle sera modifiée, supprimée ou réactualisée pour être adoptée. En tout cas, restons vigilants parce que là, ça aurait évidemment un impact sur notamment eh bien, ceux qui, comme moi, pratiquent la location courte durée. Alors, concernant le calendrier d'application, je l'ai dit tout à l'heure, les nouvelles règles, elles vont s'appliquer à partir du 15 février 2025, ce qui signifie que les revenus qui ont été perçus en 2024 vont encore bénéficier des anciens régimes fiscaux lors de la déclaration 2025. D'accord? Donc les nouvelles règles en fait s'appliqueront aux revenus qui seront perçus à partir de 2025 et qui seront déclarés au printemps 2026. Par contre, les mesures qui concernent la taxation des plus-values en LMNP, elles s'appliquent dès aujourd'hui, en fait, depuis le 15 février 2025. Il n'y a pas, et on le verra tout à l'heure, de clause du grand-père. Alors on l'a dit, ça suscite beaucoup de réactions, mais maintenant on va s'intéresser aux effets réels, en tentant d'être le plus juste et le plus objectif, d'accord? Donc, ces effets, on va d'abord s'intéresser aux effets sur la fiscalité des revenus, d'accord? Les revenus LMNP en longue durée, la courte durée, on l'a abordé. Donc en longue durée, soit on avait un régime de déclaration qui était donc au micro-BIC, soit on avait un régime de déclaration qui était le régime réel. En réalité, il y a, en termes d'exploitation vraiment et de fiscalité des revenus, il n'y a aucun impact, aucune évolution par rapport au LMNP d'avant 2025. C'est-à-dire qu'on va avoir une base taxable, un BIC taxable, qui va être traité fiscalement à l'impôt sur le revenu, selon votre TMI, votre
tranche marginale d'imposition qui peut être de 0, de 11, de 30, de 41 ou de 45. Et également, donc, un traitement social, les prélèvements sociaux, au taux de 17,2%. Et ce que vous soyez au régime donc micro-BIC ou au régime réel, ce qui est ensuite produit donc par soit l'abattement au régime micro-BIC, soit par les différentes déductions de charges d'amortissement, ce BIC taxable, il est traité fiscalement et socialement, et ça n'a pas évolué. Maintenant, si on s'intéresse à la fiscalité des plus-values en LMNP, et donc aux effets de cette réforme, eh bien, au régime réel, il y a, on l'a dit, un impact, puisque par rapport au LMNP d'avant 2025, bah, les amortissements qui ont été déduits au régime réel, ils vont être réintégrés. On prendra un exemple pour vous montrer l'effet que ça a. Et ces plus-values, elles étaient traitées donc sur la plus-value des particuliers, on reste sur la plus-value des particuliers, avec un traitement fiscal à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, à 19%, et un traitement social aux prélèvements sociaux à 17,2%. Alors déjà, ce qui est intéressant, et ce qu'on peut remarquer, c'est que la fiscalité donc des revenus, elle n'a pas évolué, et on va dire que c'est surtout la fiscalité de la plus-value qui a évolué. La fiscalité des plus-values, elle est impactée, quoi qu'il arrive, à, avant abattement, à un taux de 19 d'IR et de 17,2 de prélèvements sociaux. En revanche, la fiscalité des revenus, elle est impactée fiscalement et socialement à un taux qui peut être supérieur à ce 19 plus 17,2, puisque dès lors qu'on est à une tranche marginale d'imposition de 30%, on est impacté à raison de 30 plus 17,2, donc 47,2%. Ce qui veut dire que, malgré tout, j'essaie comment dirais-je, de dégager un aspect positif, c'est que entre les deux fiscalités, ils ont maintenu une fiscalité avantageuse pour des revenus qui seraient traités à un taux supérieur à la plus-value. Évidemment, l'idéal aurait été de maintenir et de garder les deux avantages sur la déclaration et sur les plus-values. Mais voilà, évidemment, si vous êtes à une TMI 11, bon bah là, en l'occurrence, bah, c'est plus la fiscalité de la revente qui est lourde pour vous. Et donc, naturellement, ce que j'ai dit au préalable, eh bien, ne vous concernera pas. Donc là, on a abordé la fiscalité des plus-values en LMNP au régime réel. Alors on pourrait se dire, bah, et d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit dans un premier temps, lorsqu'on évoquait cette réforme, déjà on en parlait à la fin de l'année 2024, bah, si on est au micro-BIC, ça n'aura pas d'impact, puisqu'on n'a pas d'amortissement. Eh bien, c'est une erreur. Et j'ai consulté donc Laurent de Mora, qui est un professionnel, qui m'a confirmé ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que pour ceux qui sont au micro-BIC, et donc ont cet abattement de 50%, qui ne produisent pas d'amortissement avec un comptable pour venir faire baisser leur base taxable, vont voir en fait une sorte d'amortissement virtuel qui va être repris lors de la plus-value. Alors, certains vont trouver ça vicieux, et je peux les comprendre, c'est-à-dire que on ne produit pas d'amortissement, mais l'État, le fisc, va considérer que vous avez eu une sorte de régime de faveur avec cet abattement, et donc vous allez le payer à la sortie. Ce qui est prévu, c'est un amortissement linéaire, entre guillemets, de 2% par an. C'est comme si votre bien était amorti sur 50 ans. Et donc cet amortissement virtuel sera également traité à la plus-value, à la fiscalité des plus-values des particuliers, avec un traitement fiscal IR à 19% et un traitement social à 17,2% avant abattement. Alors on va prendre un exemple pour que ce soit un peu plus concret, donc sur cette fiscalité des plus-values qui évolue donc avec un LMNP au régime réel. Admettons que vous ayez acheté un bien 100 000 euros en 2018 et que vous les cédiez en 2028 au prix de 150 000 euros. Déjà bravo pour la plus-value. Vous avez amorti en 10 ans au régime réel environ 32 000 euros. On a pris un amortissement sur 25 ans avec évidemment un terrain qui ne s'amortit pas. Avant la réforme, bah, votre PV taxable, c'était très simple à calculer, hein, c'était 150 000 euros le prix de vente, moins le prix d'achat, donc là en l'occurrence 100 000 euros, moins les frais d'acquisition, voire les frais d'agence, voire un forfait de travaux ou des travaux réels, moins les diagnostics, etc. Et puis là, vous aviez votre plus-value taxable. Avec la réforme, le calcul de la plus-value, il va évoluer, puisque on va
rajouter donc dans le calcul au prix de vente, eh bien, c'est 32 000 euros d'amortissement qui ont été réalisés pendant 10 ans avant d'y soustraire donc les mêmes éléments que dans le calcul précédent. Et donc, naturellement, à la fin, bah, on va avoir, dans cet exemple en tout cas, 32 000 euros de plus-value qui vont être taxés. Donc 32 000 euros en plus qui vont être taxés donc à l'IR et donc aux prélèvements sociaux. Fort heureusement, en tout cas c'est le cas encore aujourd'hui, ça peut évoluer. On va encore bénéficier des abattements pour durée de détention. Autrement dit, plus vous allez garder un bien, plus vous allez bénéficier d'abattements de votre plus-value taxable pour durée de détention. Alors, il y a une franchise de 5 ans. À partir de 5 ans, ça va se réduire un petit peu. D'accord? Donc, au bout de 22 ans, vous serez exonéré totalement de la plus-value sur le comment dirais-je sur l'impôt sur le revenu, traitement donc à l'IR. Et puis à partir de 30 ans, vous serez exonéré donc totalement IR évidemment et également prélèvements sociaux. Alors dans l'exemple qu'on a pris, la revente elle intervient au bout de 10 ans. Donc c'est 32 000 euros de plus-value taxable en plus. Il serait taxé donc à 29,1 pardon, donc après l'abattement des 10 ans. Et donc ça générait 9 312 euros d'impôts supplémentaires. On est sur une plus-value en 10 ans qui est très bien, hein, mais je peux vous assurer que sur des biens qui sont acquis à un prix supérieur, 10 ans après, on a une plus-value qui évidemment est supérieure, et là on va avoir des surplus d'imposition qui vont être vraiment conséquents. Alors attention, vous allez voir comme c'est vicieux, je vous ai dit, et c'est vrai, hein, plus vous gardez un bien longtemps, plus votre abattement lié donc à la durée de détention va être important et votre taxation de plus-value plus faible. Mais attention, plus vous aurez gardé un bien longtemps, plus vous aurez effectué d'amortissement, donc plus le montant à rajouter à votre plus-value taxable sera également important. Donc c'est très vicieux. Je reviens sur la notion de rétroactivité. Effectivement, on l'a dit, cette réforme de la fiscalité des plus-values, elle va être rétroactive dans le sens où elle va concerner les cessions de biens qui ont été acquis et exploités avant la réforme. Alors autant je ne suis pas très surpris de cette réforme que je voyais venir, comme je vous l'ai dit, depuis plusieurs années, autant je trouve ça pas correct de la part de nos dirigeants d'avoir prévu une loi qui concerne les personnes qui ont investi avec d'autres règles. On investit, l'investissement immobilier c'est un petit peu un jeu, hein, on a des règles du jeu à un moment, et elles évoluent. Voilà. Mais en théorie, elles ne devraient pas impacter les investissements qu'on a fait avec des règles qui étaient particulières. Alors c'est un petit peu naïf de ma part de vous dire ça, mais je trouve que c'est assez incorrect, d'autant plus qu'il existe ce qu'on appelle la clause du grand-père, hein, ou clause d'antériorité. Il s'agit d'une disposition qui permet en fait à une personne de continuer à bénéficier d'une ancienne réglementation, et ce malgré l'application d'une nouvelle. Donc, pour exemple, bah, s'agissant de la réforme des retraites, euh, les personnes qui sont déjà affiliées donc à un système de retraite, bah, elles sont pas en fait concernées par la réforme lorsque celle-ci elle prévoit un âge de retraite supérieur. Bon, à mon sens, ça aurait dû être le cas également pour cette réforme de l'MNP. Et vis-à-vis de ça, il faut savoir que plusieurs personnes indiquent que cette rétroactivité n'est pas constitutionnelle. Maintenant, alors c'est probablement vrai, hein, maintenant, il serait à mon sens difficile de contester cette application de réforme, puisque en fait, il faudrait parvenir à démontrer que l'intérêt public général n'est pas préservé par cette pratique. Donc, bon, voilà, là, c'est plus mon domaine, mais il y a quand même un sujet. Voilà, maintenant qu'on a dit ça,
qu'on a indiqué que, effectivement, la rétroactivité pouvait être, incorrecte, bah, il va falloir quand même essayer de s'adapter et de prendre les meilleures stratégies pour limiter les effets de cette évolution, pour ceux qui sont évidemment, concernés. Donc déjà, on va évoquer, une stratégie concernant les frais d'acquisition. Ces frais d'acquisition, donc les frais de notaire, lorsque, donc vous optez pour le régime réel, vous avez le choix soit de les passer en charge, c'est-à-dire qu'ils vont être déduits la première année, soit, eh bien, comment dirais-je? De venir majorer le prix d'acquisition avec ces frais de notaire et puis de l'amortir sur, une durée de 20, 25, 30 ans. Alors s'il n'y avait pas forcément de meilleure ou de moins bonne, stratégie concernant ces frais d'acquisition avant la réforme, à mon sens, aujourd'hui, bah, si on les passe en amortissement, bah, on est sûr déjà d'avoir un impact puisque, bah, ils vont venir, augmenter votre plus-value taxable. Donc ça, il faut bien le prendre en compte maintenant. Même chose, pour l'achat acte en main. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent, ce que je pense de l'acte en main. J'ai fait une vidéo démontrant, bah, le fait que, bah, c'était, inutile, coûteux, enfin que ça serve à rien, sauf pour, certains formateurs qui vont vendre ça comme un hack pour acheter sans apport. Enfin, pour moi, c'est une bêtise. Je l'ai démontré, mais maintenant avec cette réforme, bon, bah, c'est pareil. Avec un acte en main, ils sont intégrés dans le prix d'achat, donc ils seront amortis, donc, eh bien, ça aura des conséquences sur la plus-value. Alors même si on va parler des solutions éventuelles, un peu plus tard, on peut déjà dire que, bah, effectivement, pour éviter, les effets de cette réforme, on n'a qu'à garder, son lot, son investissement locatif, eh ben, plus de 30 ans. C'est long, mais plus de 30 ans pour pouvoir, passer au travers. Alors effectivement, mais il faut bien comprendre que l'arbitrage, et j'en parle d'ailleurs, j'ai une formation à ce sujet sur la chaîne, c'est une stratégie, porteuse qui permet d'enchaîner, en tout cas d'aller, sur un projet plus important et que bien souvent, c'est au bout de 10, 12 ans, bah, la fiscalité, les amortissements, ils ne produisent plus autant d'effets et on commence à être, imposé sur les revenus, locatifs. Donc, encore une fois, là, ce sera un autre arbitrage à effectuer. Est-ce que je revends avec, une plus-value taxable supérieure? Ou est-ce que, j'attends et j'ai mes revenus locatifs qui sont taxés? Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vicieux et il faudra, faire, les arbitrages qui sont, qui seront évidemment indispensables. Alors il y a une question que je reçois souvent, en ce moment qui concerne alors un moyen pour tenter, d'échapper, donc à ces évolutions sur la fiscalité de la plus-value. C'est de dire, bah, si je récupère le bien, si je redeviens, comment dirais-je? Occupant à titre de résidence principale de ce bien, bien qu'il ait été exploité en location meublée non professionnelle avant la revente, est-ce que on va pouvoir considérer ce bien comme une résidence principale et donc être exonéré de plus-value? Alors malheureusement non, ce serait trop facile sinon. Si vous, réoccupez, donc un bien, quelques mois, 5-6 mois en résidence principale et puis que vous le revendiez, en principe, en tout cas c'est prévu comme ça, votre notaire va devoir vous demander, si vous avez exploité ce bien en location meublée non professionnelle, s'il y a eu des amortissements, pour pouvoir les réintégrer. Et en théorie, alors ça va être un véritable casse-tête pour les notaires qui vont devoir consulter, parfois les experts comptables pour retrouver les liasses fiscales et cetera. Bon, maintenant et j'ai échangé de ce sujet avec donc Laurent de Mora. Maintenant, si vous récupérez ce bien plusieurs années et que ça devient votre résidence principale plusieurs années, les choses pourraient en tout cas, évoluer. En tout cas, c'était notre sentiment. Rien n'est acté, hein, mais on va dire que ce serait pas illogique qu'on prenne en compte, qu'une partie infime des amortissements qui ont été réalisés, quoi. Donc voilà, il y a rien d'écrit, mais en tout cas, si vous le faites vraiment que quelques mois juste avant la revente, c'est cuit. Maintenant, si ça redevient vraiment votre résidence principale plusieurs années, il est probable qu'il y ait des choses à faire. Alors évidemment, depuis que cette, réforme a été, adoptée, on a énormément, de personnes, que ce soit sur YouTube ou dans les médias, sur les réseaux sociaux, qui donnent leur avis et puis qui vont, vous suggérer, des solutions comme étant des solutions, alors pas miracles, mais, en tout cas beaucoup plus avantageuses, enfin des changements à faire, pour vos types d'exploitation. Alors moi, je vais vous donner
Mon avis, il n'est pas plus respectable que ceux des autres, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis en désaccord avec certains et quel est mon ressenti. On a certaines personnes qui vont nous expliquer que bah, la solution à cette réforme, c'est de s'orienter plutôt vers de la location nue et du déficit foncier. Alors personnellement, je n'ai rien contre la location nue, j'ai même des biens de mon patrimoine qui sont exploités en location nue. En revanche, euh, je vous rappelle que la fiscalité des revenus fonciers, elle n'a pas évolué avec la réforme et qu'elle reste, à mon sens, moins favorable que la fiscalité des revenus BIC, donc location meublée. Ça va peut-être évoluer, d'ailleurs c'est souhaitable, hein, qu'on redonne un peu d'attrait à la location nue. Ça serait, à mon sens, quelque chose de très pertinent, même pour relancer la mise à disposition de logements vides. Pour moi, ça serait très pertinent, mais ça n'a pas été fait. Peut-être que ce sera fait. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'amélioration de la fiscalité des revenus fonciers. Et le problème, selon moi, c'est qu'aujourd'hui, on nous survend donc le déficit foncier. Vraiment, on nous survend alors que c'est une douille. Je l'ai démontré sur cette chaîne, dans une vidéo structurée pédagogique, je ne vais pas re-rentrer en détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on impute un déficit sur des revenus fonciers et également sur des revenus de salaire, d'activité, bah, on va avoir un gain, d'accord, un gain comment dirais-je, d'imposition, mais sur une imposition qui ne concerne qu'un traitement fiscal, puisque les revenus de salaire d'activité ne sont traités que fiscalement. Ils ne sont pas traités aux prélèvements sociaux. Alors que si ces déficits étaient intégralement imputés sur des revenus fonciers, et bien ça générait une économie d'impôt sur des revenus traités fiscalement et socialement. C'est pour ça que c'est une douille, puisqu'en fait ça génère une perte de 17,2% du montant imputé. Alors effectivement, sur la fiscalité des plus-values, donc de ces locations nues, là, effectivement, il y a une évolution concernant le LMNP, on en a parlé, et donc là, concernant la plus-value, ça peut être plus intéressant de revendre un bien exploité en location nue. Sauf que, il faut faire attention, il faut savoir que lorsque vous avez fait du déficit foncier, notamment dû aux travaux, eh bien, vous n'allez pas bénéficier du forfait de 15% de travaux. Vous n'allez pas pouvoir repasser comment dirais-je? Vous n'allez pas pouvoir redéduire, les travaux qui ont servi à faire baisser votre base taxable. Alors qu'en, meublé, même s'il y a eu des amortissements, vous avez droit quand même à ce forfait de 15% de travaux. Autrement dit, en termes de fiscalité des plus-values, pareil, c'est pas forcément plus intéressant à ce jour. Encore une fois, il va falloir attendre une éventuelle évolution. Mais donc, est-ce que c'est une solution? À mon sens, non. Si maintenant on s'intéresse au statut LMP, eh bien on va se rendre compte que ce statut donc de loueur meublé professionnel, bah, il a connu avec cette réforme aucune évolution. Il bénéficie d'ailleurs à la revente sous condition de dispositions particulières qui permettent l'exonération des plus-values. On est sur une plus-value des professionnels, hein. Donc il y a une plus-value long terme, une plus-value court terme. Et donc on va pouvoir, sous condition, bénéficier d'exonération totale de ces plus-values. Total, on va quand même avoir donc à payer les cotisations SSI sur la plus-value court terme, autrement dit sur les amortissements. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à consulter la vidéo Fiscalité volume 2 donc de cette chaîne. Mais on se rend compte qu'en réalité, ce statut est en fait le grand gagnant de cette réforme, puisqu'il n'a pas absolument pas été impacté. C'est un statut qui a souvent été craint, qui est souvent décrié sur les réseaux, les gens en ont peur, alors que c'est un statut qui professionnalise votre parcours d'investisseur et qui vous permet de pouvoir vivre partiellement ou totalement, en tout cas, de vos revenus locatifs. Alors, autre option, c'est de basculer votre stratégie vers une exploitation via une structure type SCI à l'IS. Alors, si c'est une structure qui ne doit pas être choisie pour des raisons purement fiscales, et c'est souvent le cas malheureusement, mais plutôt pour des objectifs liés à la constitution, à la gestion et à la transmission d'un patrimoine immobilier, bah, la SCI à l'IS, c'est quand même une structure qui permet de vous professionnaliser.
de professionnaliser votre parcours d'investisseur, notamment si cette structure fait partie d'un montage plus global avec, parler hein, d'une holding et d'autres sociétés commerciales, par exemple si vous faites du marchand de biens, etc., ça peut être vraiment judicieux. Mais à un moment donné, lorsque vous allez vouloir développer votre patrimoine, optimiser sa gestion, eh bien, c'est effectivement une structure judicieuse. Alors pareil, on a réalisé une formation complète et gratuite sur la SCI en 2 volumes et la holding. De toute façon, on a tout abordé sur cette chaîne. On a plus de 40 heures de formation gratuite. Donc vraiment, n'hésitez pas à piocher un petit peu ce qui vous intéresse. Mais voilà, on a réalisé donc une formation sur la SCI qui a été validée par des professionnels. Et sincèrement, c'est effectivement une structure qui mérite qu'on s'y intéresse dès lors qu'on souhaite voilà, développer son parcours. Hein. C'est pas une obligation, ça va dépendre de vos objectifs. Mais à mon sens, c'est intéressant d'être curieux et de s'y intéresser. Et vous remarquerez d'ailleurs que, encore une fois, la SCI à l'IS a été épargnée de cette réforme, tout comme le statut LMP, autrement dit, les statuts entre guillemets professionnels qui professionnalisent votre parcours ne sont pas concernés par ces réformes. Alors, j'ai eu aussi des questions concernant la SRL de famille. Alors, pareil, il y a une formation gratuite sur la SRL de famille qui a été effectuée avec un expert comptable et un docteur en droit fiscal. N'hésitez pas à la consulter. Heu, à mon sens, bah, ce type de société transparente, elle est impactée par les réformes puisque justement on a un statut LMP ou LMNP au sein de la SRL de famille. Donc c'est pas forcément une solution si on souhaite éviter les conséquences de cette réforme, puisqu'on va les revivre, on va les resubir au sein de la, SARL de famille. Alors il existe en réalité un moyen, d'éviter, de subir donc cette nouvelle taxation des plus-values, donc en LMNP, c'est de réinvestir cette plus-value et également le fruit de la vente donc du bien que vous avez cédé, dans une résidence principale. Vous savez, cette résidence principale que la plupart des formateurs immobiliers traitent de passifs, dont la plupart des influenceurs finance, économie vous disent qu'il ne faut pas être propriétaire de sa résidence principale, etc. Bon, vous savez ce que j'en pense pour ceux qui me suivent, je ne vais pas rentrer dans le débat. Pour moi, c'est une ineptie, mais en tout cas, là, en faisant l'acquisition de votre résidence principale, vous pourriez avoir la possibilité justement d'éviter totalement la taxation de votre plus-value. En effet, la plus-value que vous réalisez lors de la première cession d'un logement autre que donc la résidence principale est exonérée sous réserve des conditions suivantes. Donc, on va évoquer ces conditions. Ne pas avoir été propriétaire de votre résidence principale directement ou par personne interposée au cours des 4 années précédant la cession du bien. Et deuxième condition, eh bien, vous procédez, donc on l'a dit, au remploi du prix de cession hein, dans un délai de 24 mois à compter de cette cession pour l'acquisition ou la construction d'un logement qui sera donc affecté dès son achèvement ou dès son acquisition donc si l'acquisition est postérieure, à votre habitation principale. Donc ça, concrètement, pour certains, il faut remplir les conditions, hein, mais ça peut être bah, un moyen d'éviter la taxation et puis justement de motiver votre acquisition d'une résidence principale que je vous conseille. Autre option, autre solution, et d'ailleurs vous êtes beaucoup, très nombreux dans mon audience, dans notre communauté à émettre ce souhait ou même à passer à l'action, c'est de diversifier et d'investir à l'étranger. Alors, je faisais partie de ceux qui, il y a quelques années, vous indiquaient que l'herbe n'était absolument pas plus verte ailleurs. Et je dois reconnaître que depuis plusieurs mois, voire quelques années, en m'intéressant à ce qui se fait à l'étranger, en voyant également des collègues investisseurs ou amis investir à l'étranger et voir leurs résultats, eh bien j'ai revu un petit peu ma copie et je dois dire que c'est intéressant, c'est pertinent d'être curieux, d'être attentif à ce qui se fait à l'étranger parce que je vous assure que il existe des moyens de s'enrichir et surtout
avec des fiscalités et des règles qui sont beaucoup plus favorables. Alors évidemment, ça ne constitue pas des solutions miracles. Néanmoins, bah, je vous invite à être curieux. N'hésitez pas à consulter les podcasts, les vidéos de formation qu'on a réalisées à ce sujet. On a réalisé donc des sujets avec Mika sur l'investissement à Bali, l'investissement à Dubaï. Il y a 2 vidéos sur Dubaï, on va encore en faire une prochaine dans quelques mois. Et également une avec Mehdi Chirac sur l'investissement à Marrakech. Et je peux vous assurer que bah, ça vaut le coup de regarder ce qui se fait. Euh, Naturellement, ça nécessite d'avoir de la trésorerie, puisque les conditions d'accès au crédit sont différentes, ou d'avoir en tout cas des biens qui sont payés totalement ou partiellement en France pour pouvoir faire du crédit hypothécaire. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça peut être une solution. Il y a beaucoup de personnes qui ont le sentiment de vivre dans un pays qui décline, avec des taxations dans tous les sens qui augmentent, que ce soit sur les entrepreneurs ou les investisseurs immobiliers. Donc voilà, ça vaut le coup, je pense, de s'y intéresser. Donc évidemment, il n'y a pas de solution miracle pour, comment dirais-je, corriger les effets de ces évolutions. Par contre, et on le verra en conclusion, mais à mon sens, quand il y a des réformes comme ça, c'est peut-être aussi pour vous le moment d'avoir un déclic et de vous dire, bah, peut-être que c'est le moment de m'orienter vers une structure type SCLIS pour me professionnaliser. Peut-être que c'est le moment, vu les réformes, bah, peut-être d'arbitrer mon patrimoine et puis bah, de passer à une activité peut-être d'achat-revente ou d'investir à l'étranger. Enfin voilà, ces évolutions doivent avoir un impact sur vous. Mais encore une fois, pour moi, cette réforme, bien qu'elle puisse paraître injuste, notamment sur la rétroactivité, n'a pas vraiment d'impact dans l'immédiat sur la fiscalité, vos revenus notamment. Par contre, soyez vigilants parce que je pense que la réforme n'est pas terminée. Je pense qu'en 2026 et dans les prochaines années, on va encore continuer à réformer la fiscalité. Il faut savoir que on a en ce moment ministre du logement et puis des politiques qui souhaitent réformer, revoir le statut de bailleur privé pour inciter quand même à relancer cette politique du logement comment dirais-je, qui souffre énormément. Donc ça, c'est des effets d'annonce, parce que quand on voit en fait ce qui est appliqué et ce qui est fait, c'est toujours plus de taxation. Mais en tout cas, on a le sentiment que les réformes ne sont pas terminées et qu'à mon avis, en 2026, ça va continuer. Et pour vous donner quelques pistes qui sont étudiées par donc nos politiques, on a une éventuelle taxation à la flat tax pour les revenus locatifs. On pourrait également avoir une réforme de l'encadrement des loyers. On pourrait aller, mais ça ce serait plutôt pas mal, vers une simplification des démarches quand on souhaite transformer des bureaux en logements. Voilà. Il y a quand même une prise de conscience des hommes politiques sur ce besoin de relancer la politique du logement. Maintenant, il faut nous mettre, à nous investisseurs, les bons outils. Et là, clairement, c'est pas le cas. Voilà, c'est clairement pas le cas. Donc, à voir, mais peut-être n'attendez pas de subir encore d'autres évolutions, d'autres réformes pour vous adapter. Peut-être qu'il serait temps aussi d'anticiper et d'avoir un plan B. Pour conclure sur cette réforme du LMNP, ce statut du LMNP, pour moi, à ce jour, alors je vais peut-être en choquer certains, mais ce statut reste encore attractif. Il l'était davantage avant, mais il reste attractif. Donc, est-ce qu'il est à fuir? Est-ce qu'il faut absolument arrêter d'investir? Non. Pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui se lance, eh bien, c'est pas une erreur, ce serait pas une erreur de se lancer et d'investir à l'MNP. Évidemment, il faut être vigilant et attentif à ce qui va se passer, mais aujourd'hui, là, à l'état actuel, le statut LMNP reste intéressant. Et je le répète encore une fois, pour aller plus loin dans votre parcours d'investisseur immobilier, de toute façon, à un moment, vous devrez professionnaliser votre parcours, votre statut, soit via un statut LMP, donc de loueur meublé professionnel, soit via de l'investissement en société, que ce soit des sociétés civiles à l'IS ou des sociétés commerciales.
C'est un passage obligé et vous verrez que plus vous vous professionnaliserez, moins vous serez impacté par ces réformes. Merci pour votre attention, bon projet à tous et à bientôt.